Alors, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, je vais peut-être un peu changer dans la tonalité parce que moi, je suis une adversaire résolue du TTIP et mon groupe parlementaire a toujours combattu le TTIP. Pourquoi? Parce que cet accord de libre-échange, d'abord, c'est une vieille histoire. Hein, il n'a pas commencé subitement en 2013. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que ces discussions sont en cours. Elles ont été lancées en 1995 à Madrid par M. Jacques Santer, qui était alors président de la Commission européenne, M. Felipe González, qui était Premier ministre espagnol et qui présidait alors le Conseil de l'Union européenne, et Bill Clinton, qui était alors président des États-Unis. Ça s'appelait le nouvel agenda transatlantique. Bill Clinton parlait à l'époque d'un OTAN économique. Donc ça a continué. Et entre-temps, il y a eu l'échec de la discussion à l'intérieur de l'Organisation mondiale du commerce et de ce qu'on appelle le cycle de Doha. Pourquoi il y a eu cet échec? Parce que ce qu'on appelle les pays émergents, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il me semble que j'en oubliais un, enfin, les pays émergents ont refusé ce que j'appellerais, par provocation peut-être, les diktats des pays du Nord, demandant que leurs spécificités soient prises en compte. Donc c'est dans ce contexte-là que le nouveau grand marché transatlantique a été mis sur la table. Et M. de Gucht, qui était le prédécesseur de Mme Malmström, quand il a ouvert la discussion, il a dit que ce qu'il voulait, lui, c'était un marché intérieur transatlantique. Alors, excusez-moi, Cyril, je ne partage pas votre optimisme pour dire que c'est seulement sur les normes techniques, parce que si je résume votre intervention, c'est un peu ce que vous avez dit. D'abord, dans les discussions, on parle des entraves techniques aux échanges, les ETE. Déjà, rien que le vocabulaire utilisé, moi, me perturbe. Et derrière des normes techniques, on peut mettre toute une série de choses. Dans le dernier round de négociation, nos amis américains se sont interrogés sur la nouvelle législation européenne en matière d'OGM, qui n'en est pas une d'ailleurs, puisqu'elle donne à chaque État membre compétence pour légiférer sur les OGM. Ça les a contrariés, parce qu'ils voulaient négocier sur les OGM. Ils voulaient négocier sur les OGM. Donc le sujet est bien sur la table. C'est un des grands sujets, comme le gaz de schiste. Comme récemment, la Commission a retiré un texte, je vais essayer de retrouver le nom parce qu'il est à rallonge, si ma collègue Michel Rivasi était là, comme le dernier débat où nous avons participé, ça aurait été mieux, mais une législation sur les produits chimiques perturbant les systèmes endocriniens par les pesticides. Ce n'est pas que du technique, excusez-moi, mais à cause des négociations sur l'agenda transatlantique, la Commission européenne a retiré de la discussion ce texte-là pour ne pas entraver la négociation sur le grand marché transatlantique. Et je dirais aussi pourquoi un tel accord, le plus grand accord jamais conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, s'il s'agit juste de régler quelques normes techniques. S'il s'agit juste de régler quelques normes techniques, on n'a pas besoin de ça. On est habitué à travailler avec les États-Unis. Il y a déjà des tas d'accords qui sont sur la table. Donc la question n'est pas celle-là. La question, c'est comment on régit à l'avenir les relations commerciales entre le Nord et le Sud. Entre le Nord et le Sud. Et moi, je pense que ce n'est pas parce que les pays du Nord ont passé un accord pour imposer leurs normes aux pays du Sud ensuite que l'on va progresser dans l'organisation du commerce mondial. Parce qu'on n'est pas dans une guerre. Hein, et je pense que s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, savent qu'on n'est pas dans de la guerre économique, on discute. Et pendant ce temps, d'ailleurs, l'Union européenne négocie un accord d'investissement avec la Chine. C'est en cours, la discussion. Et pendant ce temps, les États-Unis négocient un accord transpacifique. Et je pense que les syndicats américains, d'ailleurs, sont bien plus inquiets des négociations sur l'accord transpacifique que sur l'accord transatlantique. Parce que les syndicats américains, ils pensent qu'ils ont à gagner de l'accord avec l'Union européenne, alors qu'ils ont tout à perdre,
de l'accord transpacifique. Hein. Donc je pense qu'il faut mener le débat sur les vrais sujets et pas nous faire croire que finalement tout ça, c'est pas grand-chose, juste des petites questions de normes. On sait que derrière ces questions-là, il peut y avoir des sujets bien importants. Vous preniez l'exemple des origines géographiques protégées. Aux États-Unis, c'est les marques, effectivement, et c'est pas du tout le même système quand même. Donc qu'est-ce qu'on va négocier ? Qu'est-ce qu'on négocie exactement avec les États-Unis en contrepartie de ce qu'ils demandent? Parce que c'est bien de présenter la position de l'Union européenne, mais je pense qu'il faut aussi présenter la position des Américains, parce que ça va être du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, comme on dit, ou du gagnant-perdant, forcément, parce que ce que l'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. C'est ça, une négociation. Et je pense que là, le compte n'y est pas. L'exemple des pommes n'était pas forcément très bien choisi en ce moment. On a des petits problèmes de pesticides en Europe. Là, je pense que les normes américaines seraient peut-être plus protectrices. Mais enfin, bon, c'est une petite plaisanterie au passage. La question de la protection des données, Sylvie a parfaitement raison. Nous sommes toutes les deux en commission délices et libertés civiles. Et il se trouve que cette semaine, nous avons eu un débat avec nos collègues de la commission commerce international, celle qui est principalement saisie sur accord de libre-échange et protection des données. Et nous avons eu un chef d'entreprise qui est venu dire les choses très clairement, très simplement, et qui nous a dit, mais les données, ça, c'est une marchandise, ça s'échange. Et nous, on répond, mais pas n'importe lesquelles. Parce que derrière ces données, il peut y avoir, bien sûr que pour les grandes entreprises, ça a de la valeur, mais derrière, il y a des données personnelles. Il y a des données personnelles qui sont bien mieux protégées dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Et nous travaillons toutes les deux en permanence sur ces sujets. Nous savons aussi qu'un de nos principaux problèmes dans les discussions que nous avons avec les Américains sur les accords spécifiques en la matière, c'est qu'aux États-Unis, les Américains commencent à être un peu protégés, mais que par contre, les citoyens européens, eux, ils ont très très peu de moyens d'action. C'est un vrai problème quand même. Et oui, c'est ça. Ils n'ont pas de possibilité de recours. Donc, attention, quoi. Et par ailleurs, je ne partage pas l'optimisme sur la question éjection de la culture et de l'audiovisuel. Parce que je pense que ça aussi, c'est sur la table pour les Américains. Et que comment c'est sur la table? Par le numérique. Donc on va protéger la culture et l'audiovisuel, la télévision de papa. Et par contre, les questions numériques vont être sur la table. Ça veut dire quoi? Protéger la culture et l'audiovisuel si le numérique fait fi de tout ça. Donc je pense que les vraies questions ne sont pas posées et qu'il faut poser les vraies questions. Alors c'est vrai que l'horreur des horreurs, c'est les mécanismes d'arbitrage. Il faut savoir que les mécanismes d'arbitrage ont été inventés par les multinationales dans les pays du Sud où il n'existait pas de système judiciaire. Admettons. Mais aux États-Unis, en Europe, il y a des systèmes judiciaires. Pourquoi est-ce qu'on veut créer un système, alors d'abord des tribunaux privés, mais maintenant on va créer un système judiciaire spécifique, une juridiction d'exception. Pourquoi une juridiction d'exception? Pour ces questions-là, pour les multinationales, parce que c'est quand même elles, ce n'est pas les PME qui vont faire des mécanismes d'arbitrage. Pourquoi va-t-on faire une justice spécifique pour ces sujets-là? Il y a des juridictions en Europe, il y a des juridictions aux États-Unis. On n'a pas besoin d'avoir une juridiction d'exception. Ou alors on va avoir ce qui commence à débouler en Europe d'ailleurs. Des derniers exemples, je disais la dernière fois que j'avais un exemple français mais que je ne savais pas lequel. L'exemple français, c'est la ville de Castres qui a été poursuivie par Suez parce qu'elle a osé remunicipaliser sa gestion de l'eau. Et l'Allemagne est poursuivie actuellement par des entreprises suédoises parce qu'elle a osé mettre fin au nucléaire sur son territoire. Donc les systèmes légaux ne vont pas être mis en cause. Les États continueront de pouvoir légiférer à condition de verser des milliards, parce que c'est ça qui est derrière, aux entreprises multinationales qui considéreront qu'on a nui à leurs investissements. Parce qu'il n'y a même pas besoin
d'avoir détruit quelque chose, je dirais. Il suffit qu'il y ait un potentiel d'investissement qui soit posé sur la table. C'est ce qui s'est passé effectivement avec Philip Morris en Australie et en Uruguay. C'est ce qui s'est passé, je ne sais plus si c'est Suez ou Veolia en Égypte, Veolia je crois, qui a poursuivi les autorités égyptiennes parce qu'elles avaient osé revaloriser le SMIC. Je trouve quand même qu'on est dans un système où ça ne va pas bien et que ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer les choses. Moi, je suis pour que l'on protège effectivement nos normes sociales, sanitaires, environnementales, pour qu'on puisse discuter d'égal à égal et travailler. Bien sûr qu'il y a des relations, il y a des échanges avec les États-Unis et qu'il faut que ces échanges puissent continuer, se développer. Ils sont déjà très largement développés. Effectivement, Sylvie a eu raison de le dire, toutes les études qui nous ont été présentées ont toutes été dénoncées par d'autres chercheurs, montrant que ces études n'étaient pas fiables. On est dans de l'extrapolation la plus totale. On ne peut pas faire de chiffrage en la matière. On ne sait pas quelle sera la conséquence de cet accord. Donc il faut travailler autrement et surtout pas avec un espèce d'usine à gaz, passez-moi l'expression, qui va créer plus de problèmes qu'il va en résoudre. Donc moi je continue, et on pourra avoir des échanges sur d'autres sujets. Si la consultation publique, donc je rejoins tout à fait Sylvie sur la façon dont nous avons accès aux documents de négociation, ce qui est quand même un peu surréaliste, même si ça a progressé. Parce que maintenant, nous y avons accès, sans crayon, sans téléphone, sans appareil photo, effectivement avec des piles de documents en anglais et tout technique. Pardon ? C'est Fort Knox. Ouais, ça a évolué. Les consultations publiques, moi, toutes les ONG que j'ai rencontrées disent que les consultations publiques menées par la Commission ne sont pas satisfaisantes. Ce sont de grands shows, où la Commission explique ce qu'elle a à dire, et où ils n'obtiennent jamais de réponse sur les questions qu'ils posent. Donc ça pose un problème sur la façon dont on travaille. C'est mieux que rien, certes, mais ce n'est pas comme ça que l'on tient compte de la réalité. Et puis, consultation citoyenne. 250 organisations avaient mis en œuvre une initiative citoyenne européenne. Elle a été bloquée, comme beaucoup d'autres, malheureusement, par la Commission, au motif que c'est seulement quand le traité serait signé qu'on pourrait faire une initiative citoyenne européenne sur le traité. C'est un peu lourd quand même, comme les citoyens pourront donner leur avis, mais après, quand tout sera bouclé. Au motif que, du coup, ce n'est pas conforme au traité européen, la grande excuse de la Commission en la matière. C'est vrai que l'initiative citoyenne est très, très, très bien abordée. Elle avait reçu 1 million de signatures. Eh bien, les organisations en question ont continué en mettant en ligne une initiative citoyenne qui n'est pas officielle. Et aujourd'hui, il y a 2 millions de signatures. Donc la pression continue de monter à l'intérieur de l'Union européenne. Autre exemple, la Commission a fait une consultation publique sur l'IRDS. 150 000 réponses. C'est pas rien quand même, 150 000 réponses. Eh bien, seulement 569 réponses ont été prises en compte parce que les 150 000 autres réponses étaient des réponses de citoyens, qu'elles se ressemblaient, paraît-il, toutes, et donc que la Commission a considéré que c'était quantité négligeable. 150 000 réponses, moins 569, c'est quantité négligeable pour la Commission parce que c'est les citoyens qui répondent. Eh bien, c'est des citoyens qui étaient hostiles à l'IRDS et ils méritaient une réponse comme n'importe qui, comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quelle organisation. Si on veut faire de la citoyenneté, il paraît que c'est au cœur des questions posées par la Commission actuellement, eh bien, quand les citoyens se prennent en charge une question, on leur répond et on les traite comme n'importe qui, sinon on n'est pas dans de la citoyenneté, sinon on s'assoit sur la citoyenneté européenne. Et moi, je suis par ailleurs pas prête à m'asseoir sur la citoyenneté européenne.